Ce siège particulier pourrait s'avérer difficile pour quelqu'un de vos dimensions. » La voix de Mireille Dubois trancha l'air de la première classe comme une lame, son geste théâtral englobant le siège en cuir avec une fausse préoccupation. Le docteur Zara Diop se figea à mi-pas, son blazer bleu marine sur mesure lui semblant soudainement lourd sous des dizaines de regards insistants. Le doigt manucuré de l'hôtesse de l'air tapotait son presse-papier, étudiant la silhouette plus ronde de Zara avec un dégoût évident. « Madame, êtes-vous absolument certaine d'être dans la bonne section ?» Autour d'eux, des téléphones sortaient des poches. Les caméras s'inclinaient pour obtenir le cliché parfait. Le compteur d'un direct d'adolescent grimpait. 47 spectateurs, 73 156. Le mot flottait dans l'air recyclé comme un poison. Les passagers se penchaient en avant. L'expression de Zara restait d'un calme marmoréen, mais sa prise se resserra sur une mallette, coûteuse marquée d'un logo partiellement visible. Avez-vous déjà vu les préjugés de quelqu'un détruire toute sa carrière en temps réel? Volume 447, porte B12, 14h47. Le sourire de Mireille s'élargit alors qu'elle tendait la main avec une autorité théâtrale. « Je vais devoir vérifier votre carte d'embarquement, madame. Juste le protocole. » Zara tendit le document sans un mot, ses yeux sombres étudiant la performance de l'hôtesse de l'air. Mireille l'examina comme une experte en criminalistique, le retournant 2 fois, le tenant à la lumière. Siège 2A. La voix de Mireille dégoulinait de scepticisme. Comme c'est intéressant. Elle fit signe à David Leroy, le superviseur de la porte, dont la fine moustache tressaillit en s'approchant. Mireille se pencha, chuchotant assez fort pour que les passagers voisins entendent chaque mot. « David, nous pourrions avoir un problème de conformité à la politique ici. Vous savez à quel point les passagers de première classe peuvent être pointilleux sur leur expérience. » Zara s'installa dans son siège assigné avec une grâce étudiée, ses mouvements délibérés et calmes. Elle sortit son téléphone, ses doigts dansant sur l'écran. En retard pour le briefing de 15 heures, gérer l'appel du ministère sans moi si nécessaire. Le message disparut dans le cyberespace alors que 47 appels manqués de son assistant de direction, marqués urgents, illuminaient ses notifications. David plissa les yeux sur la carte d'embarquement, puis sur Zara, puis de nouveau sur la carte. « Madame, je vais devoir vous demander de vous mettre de côté pendant que nous résolvons cette situation. » Quelle situation serait-ce? La voix de Zara portait l'autorité tranquille de quelqu'un habitué à être la personne la plus intelligente de la pièce. Eh bien, David jeta un coup d'œil à Mireille pour obtenir du soutien. Parfois, les billets se mélangent. Les gens utilisent les comptes d'autres personnes. Mais la vérification d'identité est importante pour la sécurité de tous. Une adolescente passagère en 4C avait son téléphone braqué sur la scène, diffusant en direct sur TikTok. Les gars, vous voyez cette discrimination en temps réel? C'est absolument dingue. Le nombre de spectateurs grimpa à 234 456 891. Les commentaires inondèrent l'écran en temps réel. Le racisme est bien vivant en 2024. Que quelqu'un appelle les infos. Obtenez leur nom et numéro de badge. Un homme d'affaires en siège 3B ouvrit discrètement LinkedIn et commença à taper. Témoin d'une discrimination flagrante sur le vol 447. Fil de discussion ci-dessous. Pendant ce temps, une hôtesse de l'air stagiaire nommée Sophie enregistrait discrètement l'interaction sur sa tablette de travail, officiellement à des fins de documentation de formation, mais son expression suggérait autre chose. La radio de l'agent de porte crépita. « Volume 4, 147. Quel est votre statut d'embarquement ?»« Nous affichons un retard au départ. » Mireille appuya sur son micro. « Petit problème de vérification de passagers devrait être résolu sous peu. » Zara vérifia sa Rolex Submariner, un cadeau du ministre des Armées après sa restructuration réussie des protocoles de sécurité aéroportuaire. « Timing parfait », murmura-t-elle pour elle-même, un sourire jouant au coin de ses lèvres. La confiance de David grandissait avec l'audience. « Madame, j'appelle la sécurité de l'aéroport pour la sécurité de tous, bien sûr. »« Bien sûr, » répondit Zara, son ton suggérant qu'elle trouvait toute la situation légèrement amusante. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, l'identifiant de l'appelant indiquait « Ligne de conférence de l'état-major ». Elle refusa l'appel et tapa en retour, au milieu de quelque chose d'important. « Rappellerai dans 15 minutes. » La voix de Mireille s'éleva pour la foule grandissante. « Nous avons des politiques strictes concernant l'AF. Rodo billet. Je fais ce travail depuis 8 ans et je peux repérer de faux documents de l'autre côté du terminal. » Le direct de l'adolescente explosa, dépassant les 2000 spectateurs. Les dons commencèrent à affluer.
Les spectateurs créaient un fonds de défense juridique pour la victime de la discrimination aérienne. Oh, c'est pour ça que je ne prends pas l'avion, que quelqu'un pirate cette compagnie aérienne. Mireille Dubois est sur le point de devenir célèbre. Un passager en 5A googla le cours de l'action Aérolux et le regarda baisser en temps réel alors que les mentions sur les réseaux sociaux augmentaient de 400% en sentiments négatifs. Sophie, la stagiaire, remarqua quelque chose que les autres avaient manqué. La mallette de Zara portait un logo partiellement obscurci. Admin, Avia, Aéro. Le reste était couvert par une lanière de cuir coûteuse, mais ces lettres visibles suggéraient quelque chose de significatif. La carte D, embarquement de Zara, reposait sur la tablette du siège, affichant clairement « Tarif gouvernemental Platine Élite » en gras. Son numéro de grand voyageur commençait par MINDEF, ministère de la Défense. Pourtant, Mireille et David restaient fixés sur leur performance, se nourrissant de la certitude de l'un et de l'autre et de l'attention de la foule. La voix du pilote crépita dans l'interphone. « Mesdames et messieurs, nous avons un bref retard de 10 minutes pour les procédures d'embarquement des passagers. Nous vous remercions de votre patience. » Zara ouvrit légèrement sa mallette pour récupérer un stylo, révélant d'épais dossiers en manille marqués de tampons rouges. Confidentiel. Un badge d'habilitation de sécurité gouvernementale accroché à l'intérieur capta la lumière de la cabine. Mireille redoubla d'efforts. « Je me fiche de ce que disent tous ces documents. N'importe qui peut falsifier des papiers gouvernementaux de nos jours. Nous appia, pelons la sécurité. » 2 agents de la sécurité aéroportuaire apparurent à la porte, les mains posées nonchalamment sur leur ceinturon. L'officier en chef, un vétéran nommé Bernard, reconnut immédiatement le niveau de tension et s'approcha prudemment. « Quel semble être le problème ici ?» David bomba le torse. « Fraude possible au billet. Cette passagère pourrait utiliser les identifiants de quelqu'un d'autre. » Bernard jeta un coup d'œil à Zara, observant son comportement calme, ses vêtements coûteux et la confiance subtile qui irradiait l'autorité. Son expérience de la lecture des gens déclencha immédiatement des signaux d'alarme. « Madame, puis-je voir votre pièce d'identité ?» Zara plongea la main dans sa mallette et produisit un porte-document en cuir. Bernard l'ouvrit, ses yeux s'écarquillant légèrement à ce qu'il vit. Il le referma rapidement et le lui rendit. « Et il n'y a aucun problème avec votre billet, n'est-ce pas ?»« Aucun, officier Baird. »« Nard. » Zara avait lu son nom sur sa plaque de l'autre côté de l'allée. Mireille sentit la dynamique du pouvoir changer. « Je me fiche de la carte d'identité qu'elle a. Nous avons des politiques sur la sécurité des passagers et la pertinence des sièges. » Le direct de l'adolescente atteignit 5000 spectateurs. Les chaînes d'information locales étaient déjà taguées par les spectateurs exigeant une couverture. Chronologie. 14h52, 5 minutes avant le départ. Le téléphone de Zara afficha un autre message urgent. Réunion au ministère déplacée à 16h. Pouvez-vous y être? Votre évaluation de sécurité est cruciale. Elle tapa calmement en retour. Absolument. Je termine juste quelque chose d'important ici. 14h52, 5 minutes avant le départ. La zone de la porte se transforma en un colisée numérique. Les passagers abandonnèrent leurs sièges, formant un demi-cercle autour du drame qui se déroulait. Les téléphones émergèrent comme des armes, chacun capturant un angle différent de la performance théâtrale de Mireille. « J'ai besoin de renfort à la porte B12. » Bernard parla doucement dans sa radio. Situation en cours d'escalade. En 90 secondes, la commissaire de la sécurité Isabelle Renaud arriva, son insigne argenté captant les lumières fluorescentes. Derrière elle, 2 officiers supplémentaires flanquèrent l'entrée, bloquant toute issue. Protocole standard pour les troubles de passagers. Le TikTok de l'adolescente explosa, dépassant les 15 000 spectateurs en direct. Les commentaires défilèrent comme une traînée de poudre numérique. Que quelqu'un appelle BFMTV. C'est du matériel viral. Cette dame est trop calme. C'est suspect. Voyager en étant noir. Mireille sentit le moment lui échapper et redoubla d'efforts avec une autorité désespérée. Commissaire Renaud, cette passagère utilise des documents frauduleux pour accéder à un siège en première classe. Je vole depuis 8 ans, et je sais reconnaître une fraude au billet quand j'en vois une. Renaud étudia Zara avec le regard calculateur de quelqu'un qui avait passé 20 ans à lire des situations dangereuses. Tout chez cette femme criait « Autorité fédérale », de sa posture à sa mallette coûteuse, en passant par la façon dont elle observait le chaos avec un amusement détaché. « Madame, je m'excuse pour le dérangement.
Puis-je examiner vos accréditations ?» Zara tendit de nouveau son portefeuille d'identité. Renaud l'ouvrit et son expression changea immédiatement. Elle le referma et le lui rendit avec un respect nouveau. « Docteur Diop, je crois qu'il y a eu un malentendu. » La confiance de Mireille se fissura. « Docteur, elle n'a jamais dit qu'elle était docteur. Elle n'aurait pas dû avoir à le faire, » répondit froidement Renaud. L'homme d'affaires en 3B publia son post LinkedIn. Témoin d'une discrimination systémique sur le vol Aerolux 447, l'hôtesse de l'air, Mireille Dubois humilie public. Humant une passagère en raison de son apparence. Nous sommes en 2024, les gens. Fil 1 sur 17. Son post gagna 47 partages en 3 minutes. Pendant ce temps, David Leroy appelait frénétiquement le siège d'Aerolux. « Monsieur, nous avons une situation à la porte B12. Plainte de passagers. Exposition médiatique potentielle. La passagère a des accréditations importantes. L'organigramme téléphonique de l'entreprise s'illumina comme un sapin de Noël. Les relations clients, le service juridique et les affaires publiques se retrouvèrent dans une conférence téléphonique d'urgence avant que quiconque ne comprenne l'ampleur de la crise. Le cours de l'action, Aerolux, en baisse de 2,3% en 7 minutes. Sophie, l'hôtesse de l'air stagiaire, reconnut le changement dans le comportement de Renaud et commença à s'éloigner de Mireille. Sa tablette de formation continuait d'enregistrer, mais maintenant elle l'orientait pour capturer le comportement de plus en plus erratique de Mireille plutôt que les réponses de Zara. La voix du pilote trancha la tension. « Mesdames et messieurs, nous avons un retard supplémentaire de 5 minutes. Le contrôle aérien nous a autorisé à un départ immédiat une fois l'embarquement terminé. 14h54, 3 minutes avant le départ. » Le téléphone de Zara vibra avec un texto du cabinet du ministre. « Le briefing au ministère commence dans 47 minutes. Le comité du renseignement attend. Êtes-vous en route ?» Elle tapa en retour. « Léger retard. Problème de contrôle du trafic. J'arriverai pour la réunion. » Mireille observa cet échange avec une panique croissante. Les gens importants n'envoyaient pas de textos décontractés avec des responsables de la défense. Les gens importants ne restaient pas calmes sous la pression. Les gens importants ne souriaient certainement pas en étant humiliés publiquement. « Je me fiche de qui elle pense être, » annonça Mireille à la foule. « Nous avons des politiques paix, pour la sécurité des passagers. Si quelqu'un ne peut pas s'installer confortablement dans son siège assigné, il doit acheter un siège supplémentaire ou prendre un vol ultérieur. » La foule murmura sa désapprobation. Plusieurs passagers avaient remarqué la confiance calme de Zara, ses accessoires coûteux et la façon dont la sécurité la traitait avec une déférence croissante. Renaud actionna sa radio. « Toutes les unités, retirez-vous. Répétez, retirez-vous. Ce n'est pas un problème de sécurité. » Mais Mireille ne pouvait pas entendre les signaux d'alarme. Elle jouait pour un public maintenant, se nourrissant de leur attention et du nombre croissant de spectateurs du direct. « Madame », Mireille s'adressa directement à Zara, « je vais devoir vous demander de débarquer immédiatement. Vous perturbez notre horaire de départ et mettez les autres passagers mal à l'aise. » Zara se leva enfin, sa pleine hauteur impressionnante malgré sa silhouette plus ronde. Elle dominait Mireille de 10 cm, sa présence remplissant soudainement l'espace autour d'elle. Mireille Dubois lut Zara sur le badge de l'hôtesse de l'air, sa voix portant l'autorité tranquille de quelqu'un habitué au briefing de commandement. Employé ID 47 291, 8 ans de service, avez-vous mentionné ? Mireille hocha la tête, incertaine. « Et David Leroy, » continua Zara, se tournant vers le superviseur de la porte. « Depuis combien de temps travaillez-vous pour Aerolux ?»« 12 ans, » répondit automatiquement David, confus par le changement de dynamique. Zara ouvrit complètement sa mallette pour la première fois. Des dossiers en manille avec des tampons « secret défense » devinrent visibles pour les passagers des premières rangées. Un badge de sécurité gouvernementale accroché à l'intérieur capta la lumière. Du papier à en-tête officiel dépassait dessous les couvertures de documents. Le nombre de spectateurs du direct de l'adolescente atteignit 25 000. Les dons au fonds de défense juridique atteignirent 3 400 € de la part de spectateurs qui pensaient assister à la violation des droits civiques de quelqu'un. La radio du commissaire Renaud crépita. « Nous avons des camionnettes de médias qui arrivent au terminal B. France 2 demande l'accès à la porte B12. »« Négatif, » répondit Renaud. « Sécurisez la zone, pas d'accès aux médias jusqu'à la résolution de la situation. » Mais la situation était déjà hors de contrôle. Le fil LinkedIn de l'homme d'affaires avait été partagé 200 fois. Le hashtag discrimination Aerolux était en tendance localement sur X. Sophie envoya discrètement un texto à son superviseur.
Tu dois voir les images de formation du vol 447. Mireille est sur le point de détruire l'entreprise. Les relations clients d'Aerolux reçurent leur premier appel de plainte exactement 8 minutes après la confrontation initiale. À la 12e minute, ils avaient reçu 47 appels et ce n'était pas fini. L'équipe de gestion de crise de l'entreprise se démenait pour comprendre ce qui se passait, tandis que les analystes boursiers commençaient à dégrader les actions d'Aerolux en se basant uniquement sur le sentiment des médias sociaux. 14h56, 1 minute avant le départ. Tous les yeux se concentrèrent sur Zara alors qu'elle rangeait méthodiquement les documents dans sa mallette. Ses mouvements avaient la précision de quelqu'un qui avait briefé des présidents et défendu des budgets de sécurité nationale devant des comités parlementaires hostiles. Mireille fit une dernière tentative désespérée pour reprendre le contrôle. « Sécurité, j'ai besoin que cette passagère soit retirée de l'avion immédiatement. Elle est perturbatrice et ne respecte pas les instructions de l'équipage. » Renaud regarda Mireille avec un dégoût à peine dissimulé. « La seule perturbation que je vois vient du personnel de la compagnie aérienne. Je m'en fiche. » La voix de Mireille se cassa d'hystérie. « Je me fiche qu'elle soit médecin, avocate ou la reine d'Angleterre. Elle n'a pas sa place en première classe et je ne reculerai pas. » Les mots restèrent en suspens dans l'air recyclé comme une confession. Zara sourit, non pas avec méchanceté, mais avec la satisfaction tranquille de quelqu'un qui venait de voir son adversaire achever sa propre destruction. Elle plongea la main dans sa mallette et en retira un unique document. L'entête était visible pour les passagers des 3 premières rangées. Ministère de l'Intérieur, habilitation de sécurité des contractants. Renaud reconnut immédiatement les documents officiels et recula, créant un espace entre elle et ce qui allait se produire. La voix du pilote se fit entendre une dernière fois dans l'interphone. « Mesdames et messieurs, veuillez vous préparer pour un départ immédiat. Tous les passagers doivent être assis à ce moment. 14h57, heure de départ. 28,000. 0 personnes regardèrent maintenant le direct. Mireille Dubois n'avait aucune idée qu'elle était sur le point de devenir l'hôtesse de l'air la plus tristement célèbre de l'histoire de l'aviation. 14h57, le moment de vérité. Zara posa le document sur la tablette de son siège avec une précision chirurgicale. Le papier à en-tête officielle capta la lumière de la cabine. Ministère de l'Intérieur, Direction générale de l'aviation civile. Elle ajusta ses lunettes de lecture, un geste qui la transforma en quelque sorte de victime en procureur en un seul instant. La mallette s'ouvrit complètement en un clic, révélant des piles nettes de dossiers classifiés, chacun portant des tampons rouges, confidentiels défense. Mireille se pencha en avant, plissant les yeux pour lire le papier. « Je me fiche de ces faux documents. » Sa voix mourut alors qu'elle lisait l'entête du document. Aerolux. Contrat de sécurité fédérale. Valeur annuelle. 1,247 milliards d'euros. Le sang quitta le visage de Mireille comme l'eau d'un barrage rompu. Le doigt de Zara traça la page jusqu'à une ligne de signature en gras. Dr Zara M. Diop, directrice adjointe, Direction de la Sûreté de l'Aviation Civile, responsable de l'autorisation des contrats. La cabine devint silencieuse, à l'exception du bourdonnement de la circulation de l'air et du cliquetis silencieux des caméras de téléphone capturant tout. La commissaire Renaud recula instinctivement, ses 20 ans d'expérience hurlant des avertissements. Les contractants de l'État ne plaisantaient pas avec des accords d'1 milliard d'euros. Les directeurs adjoints ne voyageaient pas en vol commercial, sauf s'ils voulaient passer inaperçus, jusqu'à maintenant. La radio de David Leroy crépita. Porte B12, nous avons la direction d'Aerolux en ligne d'urgence. Transférez immédiatement. Sophie, la stagiaire, zooma la caméra de sa tablette sur l'entête du document. Ses mains tremblaient en réalisant qu'elle enregistrait la fin de la carrière de Mireille en temps réel. Le direct de l'adolescente explosa, dépassant les 40 000 spectateurs. Les commentaires inondèrent l'écran plus vite que quiconque ne pouvait les lire. Mon Dieu, elle est du gouvernement. Cette hôtesse est tellement virée. Un contrat d'1 milliard d'euros en jeu. Ça va devenir nucléaire. Zara sortit un deuxième document de sa mallette. Celui-ci portait le sceau du ministère des Armées et la date du jour. Recommandation de renouvellement de contrat. Date limite 16 heures. Elle le tint en l'air pour que Mireille le voie clairement. J'ai 37 minutes pour soumettre ma recommandation au ministre des Armées concernant l'éligibilité continue d'Aerolux au contrat de sécurité de l'État. Les jambes de Mireille fléchirent. Elle s'agrippa au dossier du siège pour se soutenir, ses ongles manucurés s'enfonçant dans le cuir. Le contrat couvre les services et de sécurité aéroportuaire,
la supervision du contrôle des passagers et la coordination antiterroriste dans 347 grands aéroports, continua Zara, sa voix portant la cadence mesurée de quelqu'un habitué à briefer des commissions parlementaires. Valeur annuelle, 1,247 milliards d'euros, renouvelable annuellement sur la base du respect des lois fédérales anti-discrimination. La radio de David grésilla de nouveau. Conférence téléphonique d'urgence avec le bureau du PDG. Nous avons des camions de presse au Terminal B et le cours de l'action chute. Quelle est la situation? Renault se plaça discrètement entre les passagers et la catastrophe en cours, créant une barrière avec son langage corporel. Elle avait vu des enquêtes de l'État détruire des entreprises entières. Cela ressemblait à une démolition contrôlée. Zara ouvrit son téléphone et fit défiler jusqu'à un contact intitulé « Ligne directe état-major ». Son pouce plana sur le bouton d'appel alors qu'elle regardait directement Mireille. « Voulez-vous que j'appelle le général maintenant? Ou préférez-vous continuer cette discussion sur mes dimensions ?» Le mot portait le poids d'une violation fédérale des droits civiques. Mireille comprit enfin qu'elle n'avait pas affaire à une passagère en colère qui pourrait écrire une lettre de réclamation. Elle faisait face à quelqu'un qui pouvait effacer son entreprise des contrats gouvernementaux d'un simple appel téléphonique. Le post LinkedIn de l'homme d'affaires avait été partagé 847 fois. Le hashtag AéroluxCrise était en tendance nationale. Les chaînes d'information câblées assignaient déjà des journalistes à l'histoire en se basant uniquement sur le buzz des médias sociaux. Le cours de l'action d'Aérolux en baisse de 11,7% et continuant de chuter. Le superviseur de Sophie lui envoya un texto en retour. « Arrête d'enregistrer. Sécurise tous les appareils. Le service juridique, est sainte en route. » Mais il était trop tard. La documentation de formation était déjà téléchargée sur les serveurs de l'entreprise. Le direct était enregistré par des milliers de spectateurs. Le fil LinkedIn était capturé et partagé sur toutes les plateformes sociales. 14h59. La panique au siège social. La radio de Mireille crépita de voix paniquée du siège. Volume 4, 147. Identifiez la passagère immédiatement. Nous avons la division des contrats de l'État au téléphone. Zara entendit chaque mot et sourit. Dr Zara Diop, directrice adjointe. DGAC, ID, employé Delta 7749. Niveau d'habilitation de sécurité, très secret. Elle récita ses accréditations comme si elle lisait une liste de courses, chaque mot atterrissant comme un coup de marteau sur les perspectives de carrière de Mireille. La radio de Renault explosa. Toutes les unités, nous avons des cadres d'Aérolux en route vers l'aéroport, ETA 12 minutes. Le confinement des médias est la priorité 1. La zone de la porte bourdonnait de conversations chuchotées alors que les passagers commençaient à comprendre qu'ils assistaient à quelque chose d'inédit. L'adolescente passa sur Facebook Live, atteignant un nouveau public de 15 000 spectateurs en quelques minutes. Zara récupéra un troisième document. Audit de conformité des contractants de l'État. Violation de discrimination. Elle l'ouvrit à une page marquée en jaune fluo. La section 14.3 stipule clairement que tout contractant de l'État se livrant à des pratiques discriminatoires fondées sur la race, le sexe, la religion ou l'apparence physique est confronté à une résiliation immédiate du contrat et à une mise sur liste noire de 5 ans de toute affaire gouvernementale. Mireille retrouva enfin sa voix, bien qu'elle ne sorte que comme un murmure. Je ne faisais que suivre la politique de l'entreprise. Quelle politique? Le ton de Zara restait clinique, professionnel. Celle qui autorise les employés à juger l'apparence physique des passagers ou celle qui permet l'humiliation publique basée sur la taille corporelle. David tente désespérément de sauver la situation. Docteur Diop, il y a eu un terrible malentendu. Mireille ne faisait que suivre la formation. Zara termina. Je connais très bien les protocoles de service à la clientèle d'Aérolux. Je les ai examinés en profondeur dans le cadre de notre évaluation du partenariat de sécurité. Les implications frappèrent David comme un coup physique. Le gouvernement avait étudié les politiques de leur entreprise. Il connaissait les problèmes systémiques. Ce n'était pas un incident isolé. C'était la preuve de problèmes institutionnels. 15h01, l'appel téléphonique. Le téléphone de Zara sonna. L'identifiant de l'appelant affichait état-major des armées. Elle répondit avec une autorité décontractée. Docteur Diop. La voix était audible pour les passagers des sièges voisins. Zara, nous commençons le briefing de sécurité dans 30 minutes. Allez-vous respecter la date limite pour la recommandation? Absolument, mon général. Je suis en train de mener une recherche sur le terrain sur la conformité des contractants, en ce moment même. Très éclairant. Bien,
Le ministre est particulièrement intéressé par votre évaluation d'Aérolux. Nous avons reçu des rapports préoccupants. Le visage de Mireille devint cendré. Le ministère des Armées enquêtait déjà sur Aérolux. Cet incident ne créait pas un problème. Il confirmait des soupçons existants. « J'aurai ma recommandation complète dans l'heure », continua Zara. « Les données de terrain sont assez complètes. » Elle termina l'appel et regarda directement Mireille. « Le général vous envoie ses salutations. » Le direct de l'adolescente atteignit un pic de 67 000 spectateurs. Les spectateurs partagèrent des extraits sur TikTok, Instagram, X et YouTube plus vite que les modérateurs de plateforme ne pouvaient les suivre. Fail contractant État devint un hashtag tendance. La commissaire Renaud reçut un texto urgent des opérations aéroportuaires. Les équipes de TF1 et France Télévisions demandent l'accès à la porte B12. Le directeur de l'aéroport veut un briefing dès que possible. 15h03. La documentation. Zara photographia méthodiquement sa carte d'embarquement, les déclarations discriminatoires et les témoins avec son téléphone fourni par le gouvernement. Chaque image était automatiquement horodatée et géolocalisée pour les normes de preuve fédérales. Mireille Dubois, employée ID 47 291. Elle parla clairement pour les appareils d'enregistrement autour d'elle. À 14h47, vous avez déclaré que mes dimensions physiques me rendaient inapte à un siège en première classe. Vous avez exigé la vérification de mon billet sur la base de votre évaluation de mon apparence. Vous avez demandé mon retrait par la sécurité sur la base d'une discrimination liée à la taille corporelle. La tablette de Sophie capta chaque mot. Le service juridique de l'entreprise passerait des semaines à analyser ces images. David Leroy, superviseur de porte, 12 ans de service, continua Zara. Vous avez soutenu des actions discriminatoires, demandé une vérification d'identité sans motif et escaladé la situation jusqu'à la sécurité sur la base d'un préjugé d'apparence physique. La carrière de David défila devant ses yeux. 12 ans d'évaluation de performance parfaite ne signifiaient rien si les enquêteurs de l'État trouvaient des schémas de discrimination systématique. Le pilote apparut enfin à la porte de la cabine, ayant été convoqué par le retard inhabituel. Il jeta un coup d'œil à la scène. Documents officiels, agents de sécurité, téléphone enregistrant tout, et il contacta immédiatement le contrôle aérien par radio. Volume 4, 147, demande un retard au sol indéfini. Problème de service aux passagers nécessité. Tente une résolution. 15h04. L'ultimatum. Zara ferma sa mallette avec une finalité tranquille. Elle avait tout ce dont elle avait besoin. Discrimination documentée, témoins multiples, déclarations enregistrées et violation claire de la politique par un contractant de l'État. Aérolux a exactement 26 minutes pour présenter un plan de remédiation, annonça-t-elle, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué au témoignage parlementaire. Remédiation pourquoi demanda désespérément Mireille. Violation des droits civiques, pratiques commerciales discriminatoires et violation des normes de conformité des contractants, répondit Zara. Le bureau de votre PDG devrait appeler d'un moment à l'autre. Comme si elle les avait invoqués, la radio de David explosa d'activité. Porte B12, ici le bureau du PDG Robert. Nous avons la division des contrats de l'État, le service juridique et les relations publiques en conférence d'urgence. Transférez immédiatement. Mireille comprit enfin l'ampleur de son erreur. Elle n'avait pas seulement insulté une passagère. Elle avait créé un incident qui pourrait détruire un contrat gouvernemental d'1 milliard d'euros et éliminer 45 000 emplois. Le direct de l'adolescente atteignit 89 000 spectateurs. Alors que la nouvelle se propageait sur les réseaux sociaux, Mireille Dubois était sur le point de devenir l'hôtesse de l'air la plus tristement célèbre de l'histoire de l'aviation. Zara vérifia sa montre. Il restait 25 minutes. 15h05, la preuve fédérale. Zara ouvrit un 4e dossier marqué « Protocole de documentation d'incident ». À l'intérieur se trouvèrent des formulaires préimprimés pour les violations de contractants, chacun portant les sceaux officiels du gouvernement. Formulaire 447B, rapport de violation des droits civiques. Elle lut à voix haute. À déposer dans les 24 heures, suivant tout incident discriminatoire impliquant des comptes ractants de l'État. Elle commença à remplir le formulaire avec une précision clinique, son stylo se déplaçant régulièrement sur les cases à cocher officielles. Discrimination basée sur l'apparence physique, humiliation publique d'un passager, escalade sans motif, plusieurs témoins présents. Mireille regarda sa carrière être documentée en temps réel, chaque coche étant un clou de plus dans son cercueil professionnel. Les commentaires du direct de l'adolescente explosèrent d'expertise juridique d'avocats en fauteuil.
Les formulaires officiels ne mentent pas. Elle dépose des plaintes officielles. Mireille est finie. C'est mieux que New York, police judiciaire. Sophie googla discrètement le salaire d'un directeur adjoint de la DGAC sur son téléphone. 180 000 € annuels. Puis elle chercha « Autorité directeur adjoint DGAC » et son estomac se noua. Ces fonctionnaires briefaient le Parlement, témoignaient devant des commissions sénatoriales et avaient un accès direct aux décideurs au niveau ministériel. Mireille avait insulté quelqu'un qui s'asseyait régulièrement dans des pièces avec les personnes les plus puissantes de Paris. 15h06. La panique de l'entreprise s'intensifie. La radio de David éclata de nouveau. Porte B12. Ici les communications d'entreprise d'Aérolux. Nous avons Le Monde, Le Figaro et BFM TV qui demandent des déclarations. Quelle est l'identité de la passagère? Renaud intercepta la radio. Ici la commissaire de la sécurité. La passagère est le docteur Zara Diop, directrice adjointe de la Direction générale de l'aviation civile. Le silence à la radio dura exactement 7 secondes avant que le chaos n'éclate. Confirmez cette identité. Mettez le service juridique en ligne maintenant. L'action est en baisse de 15%. Le PDG veut un briefing immédiat. Zara continua de remplir les formulaires, son écriture précise et méthodique. Chaque mot portait le poids de la documentation officielle qui ferait partie des archives permanentes du gouvernement. Déclaration de témoin, annonça-t-elle en levant les yeux vers les passagers. J'aurai besoin des coordonnées de toute personne ayant observé le comportement discriminatoire. 15 mains se levèrent immédiatement. L'homme d'affaires lui tendit sa carte de visite. L'adolescente fournit son pseudo TikTok et son email. Sophie donna à contre-cœur ses informations d'employé, sachant qu'elle choisissait son camp contre sa propre compagnie aérienne. 15h07, l'explosion nucléaire des médias sociaux. Le direct original avait engendré des dizaines de vidéos de réaction sur toutes les plateformes. Discrimination Aérolux était en tendance dans 47 pays. Le vol 447 devenait l'incident de discrimination le plus documenté de l'histoire de l'aviation. Un éminent avocat des droits civiques à Paris tweeta « Je regarde le direct The Revolgate 447, discrimination par un contractant de l'État. Atia, nous déposerons des mémoires d'amicus curiae. Contactez mon cabinet. » Le tweet gagna 12 000 retweets en 8 minutes. Des militants célèbres commencèrent à donner leur avis. Une chanteuse lauréate d'un Grammy avec 23 millions d'abonnés posta « C'est pourquoi nous avons besoin de responsabilité. Contrat de l'État égale norme de l'État. Point. » Le compte X officiel d'Aérolux fut inondé de milliers de commentaires furieux. Leur équipe des médias sociaux était devenue complètement silencieuse, incapable de répondre pendant que le service juridique examinait chaque déclaration potentielle. 15h08. La pression du ministère. Le téléphone de Zara vibra avec un texto du général de l'état-major. « Je vois les rapports des médias sociaux. Est-ce l'évaluation d'Aérolux? Besoin d'un rapport complet dès que possible, tapa-t-elle en retour. Je mène une évaluation de conformité en temps réel. Les résultats sont concluants. La réponse fut immédiate. Le ministre veut un briefing d'urgence à 15h45. Pouvez-vous y être? Absolument. La recherche sur le terrain se termine d'un instant à l'autre. Mireille entendit l'échange et sentit les derniers lambeaux d'espoir se dissoudre. Le ministère avançait sa réunion à cause de cet incident. Les dirigeants militaires traitèrent sa discrimination comme un problème de sécurité nationale. 15h09. Le désespoir de l'entreprise. Le PDG d'Aérolux, Jonathan Robert, conduisait personnellement à l'aéroport, sa Bentley se faufilant dans la circulation, tandis qu'il menait des conférences téléphoniques d'urgence. Son assistant l'avait briefé. Action en baisse de 18%. Contrat de l'État en danger. Crise sur les réseaux sociaux. Les enquêtes parlementaires commençaient déjà. Le modèle économique entier de l'entreprise dépendait des contrats gouvernementaux. Sans les partenariats de sécurité de l'État, Aérolux perdrait 31% de son chiffre d'affaires annuel du jour au lendemain. L'équipe juridique de Robert rédigeait déjà des lettres de licenciement pour plusieurs employés. Les ressources humaines préparaient des déclarations d'excuses publiques. Les relations publiques engageaient des consultants en gestion de crise. 15h10. La documentation continue. Zara photographia le badge d'employé de Mireille, les accréditations de superviseur de David et les informations de la porte pour les archives de l'État. Chaque image était automatiquement téléchargée sur des serveurs gouvernementaux sécurisés avec des horodatages précis et des coordonnées GPS. Mireille, pour le rapport, veuillez indiquer votre nom complet et votre numéro d'identification d'employé. Mireille Dubois.
ID employé 47 291. Sa voix se cassa sous le poids du chômage imminent. Année de service chez Aerolux. 8 ans, présence parfaite. Aucune plainte antérieure. Jusqu'à aujourd'hui, nota Zara en écrivant méthodiquement. Le direct de la Dole. Et Sant atteignit un pic de 127 000 spectateurs simultanés. La vidéo était partagée sur toutes les grandes plateformes. Les agences de presse coupaient déjà des extraits pour les journaux du soir. 15h11. Les implications fédérales. La commissaire Renaud reçut un appel urgent des opérations aéroportuaires. Nous avons le ministère de l'Intérieur qui demande des rapports d'incidents complets. Des enquêteurs de l'État sont en route. Les implications se répercutèrent dans l'esprit de Renaud. Des enquêteurs de l'État signifiait que cela dépassait un simple problème de service client. C'était un audit de conformité se déroulant en temps réel, déclenché par une discrimination systématique. Aerolux ne perdait pas seulement une plainte de passagers. Il faisait face à une enquête de l'État pour violation des droits civiques qui pourrait déclencher des audits de toutes leurs opérations. Zara scella les formulaires complétés dans une enveloppe de paix, revue officielle. Chaque page portait des filigranes gouvernementaux et des éléments de sécurité qui rendaient la contrefaçon impossible. Ces documents seront déposés auprès de la division des droits civiques du ministère de la Justice dans les 4 heures, annonça-t-elle. Protocole standard pour les violations des contractants de l'État. 15h12. La frénésie médiatique. À l'extérieur du terminal B, des camions satellites s'installaient pour des directs. L'histoire avait évolué au-delà de la discrimination aérienne pour devenir une question de responsabilité des contractants de l'État, d'application des droits civiques et de responsabilité d'entreprise. À l'intérieur de la cabine, le téléphone de Zara affichait 23 appels manqués des principaux réseaux d'information. Elle les refusa tous et envoya un texto à son assistant. Gérer les demandes des médias par les canaux officiels, protocole standard de l'État. La confrontation d'entreprise était sur le point de commencer et toute la nation regardait. 15h13. Le PDG arrive. Jonathan Robert fit irruption dans la zone d'embarquement, comme un homme dont l'empire s'effondrait en temps réel. Son costume à 3 000 € était froissé par la conduite frénétique, ses cheveux habituellement parfaits en désordre. Derrière lui suivait une phalange de cadres, la directrice juridique, le chef des relations publiques et le directeur des contrats de l'État. L'action d'Aerolux avait chuté de 23% en 18 minutes. 2,7 milliards d'euros de capitalisation boursière s'étaient évaporés pendant que Robert traversait la ville pour se rendre à Roissy. Robert s'approcha avec le désespoir de quelqu'un dont la survie de l'entreprise ne tenait qu'à un fil. « Je suis Jonathan Robert, PDG d'Aerolux. Je comprends qu'il y a eu un grave malentendu. » Zara leva les yeux de ses papiers, avec le regard mesuré de quelqu'un qui avait négocié des budgets de défense de plusieurs milliards d'euros. « Monsieur Robert, votre timing est excellent. Il me reste exactement 17 minutes avant mon briefing au ministère. » Le public du direct explosa alors que les spectateurs reconnaissaient le PDG des journaux économiques. Les commentaires affluaient plus vite que les serveurs ne pouvaient les traiter. Le PDG doit s'excuser personnellement. Séance de supplication à 1 milliard d'euros. C'est la réalité de l'Amérique des affaires. L'équipe juridique de Robert reconnut immédiatement la documentation officielle étalée sur la tablette du siège de Zara. Le formulaire 447B était tristement célèbre dans les cercles d'entreprise. Le rapport de violation des droits civiques de l'État, qui pouvait déclencher des enquêtes du ministère de la Justice. Dr Diop, au nom d'Aerolux, je vous présente nos plus profondes excuses pour cet incident totalement inacceptable, commença Robert, sa formation médiatique évidente malgré sa panique. Les excuses sont notées, monsieur Robert. Cependant, j'opère selon les protocoles de conformité des contractants de l'État. Cela nécessite un plan de remédiation formel dans un délai de... Zara vérifia sa montre. 16 minutes, 15h14, l'ultimatum de l'État. Zara ouvrit sa mallette et sortit le dossier du contrat Aerolux. Les documents étaient épais, reliés avec du ruban de sécurité de l'État portant des tampons de classification qui rendaient l'équipe juridique de Robert nerveuse. Valeur annuelle du contrat, 1,247 milliards d'euros, lut-elle avec une précision clinique, couvrant les opérations de sécurité dans 347 aéroports. Supervision du contrôle des passagers et coordination antiterroriste. Renouvelable annuellement sur la base du respect des lois anti-discrimination de l'État. Section 14.7. La directrice juridique de Robert, Marguerite Chen, s'avança. « Dr Diop, nous sommes prêts à proposer le licenciement immédiat des employés impliqués et une enquête approfondie. »
Madame Chen, l'interrompit Zara, je connais votre parcours juridique. Droit à la Sorbonne, 1998. Vous comprenez que les contractants de l'État opèrent sous des obligations renforcées en matière de droit civique? Chen hocha la tête sombrement. Elle avait passé sa carrière à éviter exactement ce scénario. 15h15. Les métriques de la panique d'entreprise. Le téléphone de Robert vibra avec des mises à jour de son équipe de crise. Action en baisse de 26% et continuant de chuter. Des collaborateurs parlementaires demandant des auditions. Les compagnies aériennes concurrentes tournant autour des opportunités de contrat. Le syndicat des employés exigeant des réunions d'urgence. Les autorités de l'aviation internationale surveillant la situation. Dr Diop, continua Robert, nous sommes prêts à mettre en œuvre des changements systémiques immédiats. Formation complète sur la diversité pour nos 45 000 employés, comité de S, surveillance indépendant, politique de tolérance zéro en matière de discrimination. Zara consulta sa liste de contrôle de conformité de l'État. Mesures de remédiation standard, monsieur Robert. Cependant, cet incident suggère des problèmes systémiques plutôt qu'un simple mauvais jugement isolé. 15h16. La pression du ministère. Le téléphone de Zara sonna. L'identifiant de l'appelant affichait cabinet du Minarme. Urgent. Dr Diop. La voix était audible pour les passagers voisins. Le ministre a besoin de votre évaluation d'Aérolux immédiatement. Nous avons des enquêtes parlementaires qui commencent et les médias demandent des déclarations. Compris. Je mène l'évaluation finale sur le terrain maintenant. Les données sont complètes. Bien. La commission des transports du Sénat pose déjà des questions. Nous avons besoin de votre recommandation dans les 10 minutes. Robert regarda le sort de son entreprise se décider en temps réel par quelqu'un qui briefait régulièrement les personnes les plus puissantes de Paris. 15h17. La présentation des données. Zara étala des documents supplémentaires sur sa tablette. Évaluation de la performance des contractants de l'État 2019 à 2024. Les papiers montraient pour des métriques de diversité en baisse, des plaintes pour discrimination en augmentation et des réponses de l'entreprise que les experts juridiques décriraient plus tard comme systématiquement inadéquates. Votre entreprise a reçu 247 plaintes pour discrimination au cours des 18 derniers mois, lut-elle d'un rapport officiel. Taux de résolution, 12%. Indemnisation moyenne, 3 400 €. Les enquêteurs de l'État classent cela comme une discrimination systémique. Le visage de Robert devint blême. Le gouvernement suivait les problèmes de discrimination d'Aérolux depuis des années. Cet incident ne créait pas un problème. Il confirmait des schémas existants. Margaret Chen examina frénétiquement les données, reconnaissant des rapports internes de l'entreprise qu'elle avait personnellement rédigés, recommandant des changements de politique qui n'avaient jamais été mis en œuvre. 15h18. Le tsunami des médias sociaux, le direct avait engendré des dizaines de vidéos de réaction sur toutes les plateformes. Justice pour Dr Diop était en tendance mondiale. Les grandes organisations de défense des droits civiques publiaient des déclarations. Des personnalités politiques donnèrent leur avis. Un sénateur éminent tweeta « Les contractants de l'État doivent respecter les normes de l'État. Point. Enquête sur la conformité d'Aérolux immédiatement. » Le tweet gagna 45 000 retweets en 6 minutes. Les comptes de médias sociaux d'Aérolux furent inondés de menaces de boycott. Leur ligne de service client était saturée de demandes d'annulation. Les partenaires internationaux demandaient des réunions de clarification. 15h19. Les exigences de R et médiation. Zara consulta son manuel de conformité de l'État et s'adressa directement à Robert. La remédiation standard pour la discrimination systématique inclut le licenciement immédiat de tout le personnel impliqué, une formation obligatoire sur les préjugés pour tous les employés en contact avec la clientèle, une surveillance indépendante des droits civiques pendant 3 ans et un fonds d'indemnisation des victimes d'au moins 50 millions d'euros. L'équipe financière de Robert calcula rapidement que le fonds d'indemnisation à lui seul éliminerait leurs bénéfices trimestriels. Les exigences de formation coûteraient des millions supplémentaires. La surveillance exposerait chaque aspect de leurs opérations à un examen de l'État. De plus, continua Zara, les contractants de l'État avec des conclusions de discrimination systématique sont soumis à un statut probatoire de 18 mois avec des examens de conformité trimestriels. 15h20, le DSESP, Howard de l'entreprise. Robert fit le calcul que tout PDG redoute. Perdre le contrat de l'État et faire face à la faillite ou accepter des coûts de remédiation dévastateurs
et survivre avec une réputation endommagée. Dr Diop, Aerolux assume l'entière responsabilité. Nous nous engageons à respecter chaque mesure de remédiation que vous avez décrite, nous dépasserons les exigences de l'État et deviendrons la norme de l'industrie en matière d'inclusion. Monsieur Robert, les engagements nécessitent une documentation. J'ai besoin d'accords signés pour toutes les mesures de remédiation avant de pouvoir recommander le maintien du contrat. L'équipe juridique de Robert rédigeait déjà des résolutions d'urgence sur leur téléphone. Le siège social préparait des votes du conseil d'administration par conférence téléphonique d'urgence. 15h21. Le processus de décision de l'État. Le téléphone de Zara vibra avec un autre texto du ministère. Dr Diop, puis soin de la recommandation maintenant. Audition parlementaire prévue pour jeudi. Votre évaluation est essentielle. Elle tapa en retour. Recommandation prête. Plan de conformité de l'entreprise en cours d'examen. Nous brieferons en détail. Et la réponse fut immédiate. Le ministre veut vous parler personnellement à 15h45. C'est une priorité nationale. Robert entendit l'échange et réalisa que son entreprise était maintenant une priorité nationale pour les dirigeants de l'État. Le problème de discrimination d'Aerolux était monté jusqu'à l'attention du niveau ministériel. 15h22. Les termes finaux. Zara rassembla ses formulaires officiels et regarda directement Robert. « Monsieur Robert, votre entreprise mettra en œuvre les mesures suivantes dans les 30 jours. Licenciement de tout le personnel discriminatoire, initiative pour la diversité de 100 millions d'euros, surveillance indépendante de l'État et rapport de transparence publique. D'accord ?» Robert répondit sans hésitation. Le non-respect de toute exigence entraîne la résiliation immédiate du contrat et une mise sur liste noire de l'État de 5 ans. Entièrement compris. Votre équipe juridique rédigera des accords de conformité dans les 24 heures pour examen par l'État. Marguerite Chen coordonnait déjà avec le siège. Réunion d'urgence du conseil d'administration dans 1 heure. Approbation complète de la remédiation requise. 15h23. La résolution. Zara scella sa documentation officielle et ferma sa mallette avec une finalité tranquille. Monsieur Robert, votre entreprise a évité la résiliation du contrat de l'État. Cependant, Aerolux est désormais sous surveillance renforcée des droits civiques de l'État. Robert expira pour la première fois en 20 minutes. Son entreprise survivrait, bien que changée à jamais. Dr Diop, merci de nous avoir donné l'opportunité de réparer cela. Zara se leva, ajustant son blazer avec la même dignité qu'elle avait maintenue tout au long de l'épreuve. Monsieur Robert, les contractants de l'État servent le peuple français. L'incident d'aujourd'hui nous rappelle pourquoi ces normes sont importantes. Le public du direct, fort de 156 000 spectateurs, assista à la conclusion du moment de responsabilité d'entreprise le plus documenté de l'histoire de l'aviation. Mireille Dubois avait déjà été escortée hors des lieux. David Leroy était suspendu en attendant une enquête. Sophie, la stagiaire qui avait tout documenté, serait promue pour son intégrité. 15h24. Le début des conséquences. Alors que Zara se préparait à embarquer pour son vol vers le briefing au ministère qui allait remodeler la surveillance des contractants de l'État, la révolution d'entreprise commençait déjà. La justice avait été rendue non par la violence ou les procès, mais par une dignité tranquille et une utilisation stratégique du pouvoir institutionnel. Le vrai changement ne faisait que commencer. 15h25. Les conséquences immédiates. Mireille Dubois vida son casier d'employé sous escorte de sécurité, sa carrière de 8 ans réduite à une boîte en carton d'effets personnels. Son document de licenciement citait une violation flagrante des normes des droits civiques de l'État, un langage qui la suivrait à chaque futur entretien d'embauche. David Leroy reçut son avis de rétrogradation par email d'entreprise alors qu'il était encore à la porte B12. Transfert aux opérations au sol avec effet immédiat. Ses accréditations de superviseur furent révoquées en quelques minutes. L'autre superviseur de porte, qui avait initialement soutenu la discrimination, fut suspendu en attendant une enquête complète de l'État. Ses 20 ans d'ancienneté ne signifiaient rien face à des schémas de préjugés systématiques. 15h26. La transformation systémique. Robert annonça l'opération Dignité sur le système de communication interne d'Aerolux, atteignant les 45 000 employés simultanément. Le message était clair, formation complète sur les préjugés pour chaque employé en contact avec la clientèle, obligatoire dans les 60 jours. Le directeur de la technologie de l'entreprise codait déjà une application de signalement de discrimination en temps réel,
qui donnerait aux passagers un accès direct aux autorités de surveillance de l'État. Chaque plainte serait suivie, horodatée et transmise automatiquement à la division des droits civiques du ministère de la Justice. Un médiateur indépendant avec un accès direct au PDG serait embauché dans les 30 jours, une exigence de l'État qui donnait aux victimes de discrimination une escalade immédiate au sein de l'entreprise, au-delà des canaux de service client normaux. 15h27. La réponse de l'État. La garde des Sceaux, Patricia Williams, publia une déclaration depuis Paris. Les contractants de l'État doivent exemplifier les normes des droits civiques qu'ils sont chargés de protéger. Le ministère de la Justice enquêtera sur tous les schémas de discrimination systématique parmi les partenaires du gouvernement. La Direction générale de l'aviation civile annonça de nouveaux protocoles obligatoires pour la surveillance des contractants. Des audits de diversité trimestriels seraient menés par des enquêteurs indépendants de l'État, avec un pouvoir d'assignation complet. La présidente de la Commission des transports du Sénat, la sénatrice Maria Rodriguez, programma des auditions pour la semaine suivante. Responsabilité des contractants de l'État et conformité aux droits civiques. 15h28. La documentation de la résolution. Le briefing de Zara au ministère deviendrait le modèle pour l'application des droits civiques des contractants de l'État. Sa méthodologie de recherche sur le terrain, documentant la discrimination en temps réel avec plusieurs niveaux de témoins, serait adoptée dans toutes les agences gouvernementales. La division des droits civiques du ministère de la Justice reçut son rapport d'incident complet à 15h31, déclenchant des protocoles d'examen automatique pour tous les contrats de l'État d'Aérolux, d'une valeur de 3,2 milliards d'euros annuels à travers plusieurs agences. Le décret exécutif 14127 fut rédigé dans les 72 heures, rendant obligatoire la surveillance de la discrimination en temps réel pour tous les contractants de l'État avec des accords dépassant 100 millions d'euros par an. 15h29. La transformation de l'industrie. Les compagnies aériennes concurrentes commencèrent à adopter volontairement les réformes imposées par l'État à Aérolux avant que les enquêteurs n'atteignent leurs opérations. Air France, Lufthansa et British Airways annoncèrent des systèmes de signalement de discrimination similaires dans les 48 heures. L'Association internationale du transport aérien publia des directives d'urgence à ses compagnies membres dans le monde entier. Meilleures pratiques pour la conformité aux droits civiques et les opérations de service à la clientèle. Les cours des actions de l'industrie aéronautique chutèrent initialement, alors que les investisseurs calculaient les coûts de conformité, puis se redressèrent lorsque les analystes reconnurent les avantages du premier entrant en matière de leadership des droits civiques. 15h30. L'impact éducatif. HEC. Paris annonça l'étude de cas, la norme Diop, en une semaine, examinant la dignité stratégique sous pression et les dynamiques de pouvoir institutionnel dans la responsabilité d'entreprise. Le manuel de l'employé de la fonction publique fut mis à jour pour inclure le vol 447 comme formation obligatoire pour tout le personnel interagissant avec des contractants privés. Les académies de leadership militaire incorporèrent l'approche de Zara dans leurs cours sur la désescalade stratégique et l'autorité institutionnelle. 15h31. La justification personnelle. Zara embarqua sur le vol 447 au siège 2A avec la même dignité tranquille qu'elle avait maintenue tout au long de l'épreuve. L'ovation debout des passagers dura 47 secondes, capturée sur plusieurs appareils et partagée sur toutes les plateformes sociales. L'équipage s'excusa personnellement et améliora son service pour inclure un débarquement prioritaire pour sa réunion au ministère. La commandante de bord, Jennifer Valois, sans lien de parenté avec la sécurité, fit une annonce personnelle la remerciant d'avoir démontré les plus hauts standards de leadership en matière de droits civiques. Le vol 447 arrive à l'aéroport Charles de Gaulle, exactement à l'heure. Le briefing de Zara au ministère allait remodeler la façon dont le gouvernement surveillait la conformité des contractants dans chaque agence. 15h32. Les résultats mesurables. 6 mois plus tard, les PL pour discrimination dans l'industrie aéronautique avaient diminué de 73%. Les scores de satisfaction de la formation sur la diversité des employés atteignirent des sommets historiques de 89%. La conformité des contractants de l'État atteignit 100% pour la première fois dans l'histoire de l'agence. Les scores de satisfaction client pour Aérolux spécifiquement augmentèrent de 34%, alors que les passagers répondaient positivement aux politiques transparentes
en matière de droits civiques et au système de résolution des plaintes en temps réel. Le cours de l'action de l'entreprise se rétablit complètement en 8 mois, les analystes attribuant les pratiques de diversité de pointe et la fiabilité du partenariat avec l'État comme facteurs clés de la confiance des investisseurs. 15h33. La victoire intellectuelle. Aucun procès ne fut intenté. Aucun dommage monétaire ne fut demandé. Zara avait choisi la réforme systématique plutôt que, à compensation personnelle, créant un changement durable qui protégerait les futurs voyageurs plutôt que de simplement punir la discrimination passée. Le protocole Diop devint la procédure standard de l'État pour traiter les violations des droits civiques des contractants. Tout documenté, engager directement les dirigeants, exiger des solutions systématiques et créer des mesures de responsabilité transparentes. Mireille Dubois devint une mise en garde dans les programmes de formation au service client à l'échelle nationale. Son humiliation publique d'une haute fonctionnaire fut étudiée dans les écoles de commerce comme un exemple de la façon dont les préjugés individuels peuvent déclencher une responsabilité institutionnelle. La révolution avait été menée avec des documents, des appels téléphoniques et une dignité tranquille. Pas de violence, pas de procès, pas de guerre de relations publiques, juste une utilisation stratégique du pouvoir institutionnel pour créer un changement durable. Le vrai pouvoir, le docteur Zara Diop l'avait prouvé, ne réside pas dans la vengeance, mais dans la transformation. 1 an plus tard, l'héritage. L'approche du docteur Zara Diop devint la référence en matière de résistance digne dans le monde de l'entreprise. Des conférences dans les entreprises du CAC 40 à l'échelle nationale présentèrent sa méthodologie, la dignité stratégique sous pression et le pouvoir institutionnel comme outil de justice. La norme Diop était désormais enseignée dans les écoles de commerce sur 3 continents. Les étudiants en BERS étudiaient comment la position de principe d'une personne avait transformé toute une industrie sans intenter un seul procès ni chercher de compensation personnelle. Les agences de l'État adoptèrent ces protocoles de documentation pour toute la surveillance des contractants. Le signalement d'incidents en temps réel, la vérification par T, moins multiple, et l'escalade immédiate vers les décideurs devinrent la procédure gouvernementale standard. L'effet d'entraînement, Dignité en voyage, atteignit 127 millions d'interactions sur toutes les plateformes sociales. Le mouvement inspira des actions de responsabilisation similaires dans les secteurs de la santé, de l'hôtellerie et de la vente au détail. Les dirigeants d'entreprises du monde entier mirent en œuvre des audits de dignité pour éviter leur propre moment. Vol 447. Une législation sur les droits des passagers introduite au Parlement cita le cas du docteur Diop comme preuve principale pour une surveillance renforcée de l'État. La loi sur la responsabilité des droits civiques des contractants de l'État fut adoptée par les 2 chambres avec un soutien bipartisan. Les communautés de l'aviation internationale adoptèrent des protocoles similaires. L'Union européenne exigea que toutes les compagnies aériennes desservant des installations de l'État mettent en œuvre la surveillance de conformité de la norme Diop, l'impact personnel. Le docteur Diop continua son service au sein de l'État, promue directrice de la Sûreté des Transports en 8 mois. Ses briefings au ministère étaient désormais suivis par des membres du cabinet, cherchant son expertise sur la responsabilité institutionnelle. Elle encadra de jeunes professionnels à travers l'Institut du leadership par la dignité, enseignant des approches stratégiques à la discrimination au travail qui créaient un changement durable plutôt que des victoires temporaires. Mireille Dubois trouva un emploi dans une petite compagnie régionale après avoir suivi une formation obligatoire sur les droits civiques. Son expérience devint un outil pédagogique sur les conséquences des préjugés systématiques dans le service client. La révolution éducative. Les programmes de formation d'entreprise firent référence au vol 447 comme l'étude de cas définitive en matière de conformité aux droits civiques. L'incident était un visionnage obligatoire pour tous les fonctionnaires interagissant avec des contractants privés. Un principe de leadership émergea de son approche. Le pouvoir utilisé discrètement crée un changement qui survit au conflit. Les académies militaires, les écoles de commerce et les centres de formation gouvernementaux incorporèrent de cette philosophie dans leur programme de base. Le message plus large. Ces histoires de la vie réelle démontrent comment le changement systématique nécessite une pensée stratégique plutôt qu'une réaction émotionnelle. Les histoires de personnes noires, comme celle du docteur Diop, montrent que le vrai pouvoir réside dans la création de solutions qui transforment les institutions plutôt que de simplement punir les individus. Les histoires touchantes de courage tranquille
prouvent que la dignité maintenue sous pression démontre un caractère qui peut remodeler des industries entières. Les histoires de vie nous enseignent que la prise de position de principe d'une personne crée des ondes qui profitent à des millions. Votre voix compte. Lorsque vous êtes témoin de discrimination, documentez-la, partagez-la. Tenez les institutions responsables par une action stratégique plutôt qu'une réaction émotionnelle. Abonnez-vous à Voix Noire en Lumière pour plus d'histoires de courage tranquille qui changent le monde. Des histoires de la vie réelle de dignité stratégique créant une transformation durable. Commentez ci-dessous. Quelle injustice avez-vous vu qui nécessite un changement systématique? Vos histoires touchantes pourraient être le catalyseur de la prochaine révolution institutionnelle. Partagez cette vidéo avec quiconque a besoin de comprendre que le pouvoir n'est pas une question de position. C'est une question de principe appliqué avec une précision stratégique. Rappelez-vous, les révolutions les plus puissantes se produisent d'une prise de position digne à la fois. Les histoires de Noirs comptent, les histoires de vie inspirent, les histoires touchantes transforment. La révolution continue, un vol à la fois.